Et dans la deuxième partie, je vais parler un petit peu plus de nos matières et un petit peu d'outils d'analyse, puisque on peut faire tous ensemble le même constat, c'est que dans le référentiel pédagogique que vous avez, en lycée, en pré ou en post-bac, eh bien, vous intervenez et vous mettez en place des outils d'analyse, donc analyse qui sont utilisés la plupart du temps dans des démarches de conception, qualité, innovation. Alors, je vous en cite quelques-uns, mais vous les connaissez tous par cœur, méthode SADT, diagramme FAST, les expressions du besoin, donc les bêta-cornes et autres gorgones mythologiques. Toutes ces méthodes, tous ces outils, vous les utilisez, parce qu'on vous demande de le faire, pour la plupart du temps, pour analyser, mais analyser dans le sens de comprendre des mécanismes ou des produits, mais qui existent déjà, et rarement pour reconcevoir ou améliorer ces produits. Et il en découle une perception de ces outils par les étudiants qui en fait est souvent restreinte pour eux à un modèle, à un tableau, à un diagramme, mais ils se posent un peu la question, pourquoi faire un diagramme de ce type? On pourrait écrire ça en une phrase et on aurait les mêmes informations. Donc c'est un peu l'état dans lequel on retrouve les étudiants sur ces différents aspects. Autre chose, ces outils, ils les connaissent, ils savent plus ou moins les appliquer, mais ils ne savent pas dans quelle chronologie non plus les appliquer. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de vous illustrer sur un exemple ou peut-être deux. Je n'ai pas regardé de combien de minutes je dépasse ma présentation. On va dire un exemple. Comment ces outils sont utilisés? Alors, c'est vraiment un exemple parmi des autres et de nombreux exemples. Donc, celui que je vous propose, c'est celui utilisé par Renault, qui est dans une démarche qui s'appelle synthèse produit-process. Alors, l'innovation dans l'automobile, c'est 90% réservé à des améliorations qui permettent de renforcer la sécurité ou bien de réduire les risques des utilisateurs. Les 10% autres, c'est plutôt du design ou de l'amélioration de performance. La démarche mise en place par Renault, qui s'appelle synthèse produit-process, elle vise à établir une relation entre les spécifications, donc la cotation, les risques, point de vue clientèle, et les dispersions de production, afin d'optimiser la conception d'un produit. Donc, à ce propos, je vous cite aussi un site internet qui est plutôt intéressant, sur lequel vous avez des conférences en ligne sur ces domaines et d'autres, faites par des industriels, donc avec des cas concrets utilisés dans l'industrie. Je sais que les discussions que j'ai eues hier avec plusieurs collègues recherchent des cas industriels concrets. Sur ce site, vous avez des industriels qui font une conférence vidéo et qui vous expliquent leurs problématiques. Donc je vous propose un extrait de cette démarche. Alors, cette démarche, elle part du besoin, comme toujours, et elle va aller jusqu'à l'estimation de la gravité de chaque spécification, c'est-à-dire chaque cote qu'on va mettre sur un dessin de définition, quelles conséquences elle a sur la gravité vue par le client. Alors elle va passer par des outils que vous connaissez, que vous utilisez, et puis par d'autres peut-être que vous connaissez un tout petit peu moins. On va les balayer. Alors, l'estimation de la gravité, Renault a défini une échelle de gravité de défaillance. Ça va du niveau le plus élevé qui met en jeu la sécurité des personnes jusqu'à une défaillance mineure qui ne va pas gêner vraiment l'utilisateur et pour laquelle il n'y a pas énormément d'actions à mener. Alors, à chaque spécification, c'est-à-dire sur chaque cote et chaque tolérance d'un dessin de définition qui va sortir d'un bureau d'études ou un bureau des méthodes chez Renault, est associé ce logo. Objectif, évidemment, diminuer la gravité globale d'un véhicule, et la démarche vise à identifier ces logos. Dès qu'on a des logos un petit peu dangereux ou les logos rouges, on va mener des actions soit d'innovation, soit d'amélioration, soit de surveillance particulier du process. Alors, cette démarche, on va commencer par l'analyse du besoin, trouver les différents interacteurs, identifier les fonctions du mécanisme et à partir de ces fonctions, rédiger le cahier des charges
Quand on va rédiger le cahier des charges, sur un exemple, par exemple, qui est le suivant, celui, par exemple, du taux de compression, dans le cahier des charges, pour un moteur, eh bien, on va définir un taux de compression nominal avec des tolérances. Ce taux de compression, eh bien, impacte évidemment sur le volume de la chambre de combustion, au point mort haut, au point mort bas aussi d'ailleurs, mais au point mort haut, ce qui va nous donner une exigence géométrique sur la position relative entre la surface de la culasse et puis la surface du piston. Donc cette exigence géométrique, eh bien, c'en est une parmi d'autres, et on va devoir identifier toutes ces exigences. Alors, une fois qu'on a fait ce type de travail, eh bien, on va passer par ce qu'on appelle un schéma bloc-diagramme ou un diagramme des flux. Et ce diagramme des flux, quel est son principe? Eh bien, on va répertorier les différentes pièces, les différents contacts qu'il y a entre ces pièces, et puis pour une exigence donnée, celle que j'ai citée tout à l'heure, eh bien, on va identifier par quelle pièce passe le flux de l'exigence. Alors, si on fait ce travail pour toutes les exigences, pour chaque exigence, je me suis entraîné à le dire, eh bien, il y a apparaît dans le diagramme, dans le bloc diagramme, le schéma, donc le diagramme des flux, eh bien, pour chaque pièce, énormément de fonctions ou d'exigences qui vont le traverser. Entre parenthèses, si on fait le parallèle entre un projet de conception mécanique et une conception d'un programme informatique, on se rend compte de la richesse de la discipline mécanique, excusez-moi pour les informaticiens, puisque dans un programme informatique, on a une fonction, un morceau de programme, une fonction. Dans un problème de conception mécanique, on a une fonction, plusieurs pièces, et une pièce, plusieurs fonctions. Donc ça complexifie un petit peu la chose et ce qui rend notre métier passionnant. Alors, une fois qu'on a identifié ces différentes fonctions, eh bien, pour chacune des pièces qui est ici, eh bien, on va décrire et caractériser chacune des exigences. Alors, je vais essayer d'être assez rapide sur ce point, mais l'idée ici, par exemple, si c'est le palier du Villebrequin qui est ici, il y a un diamètre à côté, et ce diamètre, il y a forcément un jeu mini et un jeu maxi. Alors, le jeu mini qui est ici, eh bien, si on ne respecte pas ce jeu mini, eh bien, on risque de faire gripper le moteur. Et gripper le moteur, eh bien, c'est un défaut, une gravité de classe 1. Le véhicule est immobilisé. Par contre, sur le même diamètre, le jeu maxi, s'il y a un peu trop de jeu, on ne va pas gripper, mais par contre, la défaillance qui va en découdre, c'est du bruit. Donc le bruit, c'est un petit peu moins gênant, c'est un petit peu moins grave pour le fonctionnement et pour le client. Alors, j'en profite pour rappeler une chose, c'est que ce tableau d'analyse fonctionnelle technique qui va répertorier pour chacune des pièces toutes les fonctions et toutes les conséquences qu'ont les exigences sur la cotation, il est associé forcément à chacune des pièces qui sort du bureau d'études. Le modèle CAO qui est là, que nos élèves aiment bien faire, il y a des couleurs, ça bouge, on travaille sur un ordinateur, c'est passionnant, eh bien ce n'est que le résultat d'une étude. Et par contre, ce modèle CAO, on ne capitalise pas dans ce modèle toute la démarche, toutes les décisions qui ont été prises, qui ont conduit à ce résultat. Donc, le tableau d'analyse fonctionnelle technique, c'est un des outils de capitalisation de l'étude. Voilà. Donc voilà pour cette démarche. Alors, je pense qu'on a pris déjà assez de retard cet après-midi. Je voulais vous proposer un deuxième exemple qui... mais je vais passer, mais pour en dire deux mots quand même, parler d'une matrice qu'on appelle la matrice QFD. Et ce deuxième exemple, si vous pouvez consulter mon transparent après, vous montrera comment, à partir d'un diagramme FAST, eh bien, on arrive à trouver une ou des solutions innovantes à partir de matrices que vous connaissez peut-être. J'essaye d'aiguiser votre curiosité pour vous emmener à vous renseigner un petit peu plus sur ce domaine. Voilà.